On continue notre série de vidéos autour des corps purs avec toujours comme thème les techniques qui permettent d'identifier les espèces présentes dans les mélanges. Mais on se concentrera cette fois sur les méthodes qui utilisent la physique. Précédemment, nous avons détaillé les méthodes de type chimique. Voici maintenant le tour des méthodes de type physique. En effet, une caractéristique physique est une propriété physique que possède une espèce chimique et dont on peut donner une valeur numérique. Celle-ci lui est propre, c'est-à-dire qu'aucune autre espèce chimique ne possédera la même valeur que cette propriété physique. Concrètement, quelle propriété physique allons-nous utiliser ? Eh bien, il y a tout d'abord la masse volumique. Commençons par expliquer ce que représente la masse volumique. Elle permet de comparer la masse d'un même volume de diverses espèces chimiques. Exemple, on sait que 1 litre d'eau pèse 1 kg. Eh bien maintenant, comparons la masse d'1 litre d'eau à celle d'1 litre d'or, par exemple. Sans surprise, la balance est déséquilibrée. Eh oui, car 1 litre d'or pèse 19,3 kg. L'effet sera le même si l'on compare notre litre d'eau à 1 litre de fer. En effet, celui-ci pèse 7,86 kg. Par contre, l'effet sera inverse si l'on compare avec 1 litre d'huile, par exemple, qui pèse selon sa nature entre 0,900 et 0,950 kg. Maintenant que l'on sait ce que c'est, comment calculer cette masse volumique ? Il faut d'abord savoir que l'on désigne cette grandeur par une lettre grecque que l'on prononce ρ. Et pour la calculer, il faudra retenir la formule suivante. ρ est égal à m sur v. Il faudra être extrêmement attentif aux unités de cette masse volumique. Car si la masse est en kilogrammes et le volume en mètres cubes, on aura une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Mais on a tendance à utiliser, pour des raisons pratiques, d'autres unités. On peut mettre la masse en kilogrammes et le volume en litres. L'unité de la masse volumique sera alors le kilogramme par litre. Et retenez enfin que la masse volumique aura la même valeur en kilogrammes par litre que quand elle est en grammes par millilitre. Là aussi, nous abordons le cas particulier de l'air, dont la masse volumique est de 1,3 g par litre, c'est-à-dire que 1 litre d'air pèse 1,3 g. Appliquons maintenant la formule de la masse volumique. Je vous demande de calculer la masse volumique du cuivre, sachant que la masse de l'échantillon est de 2240 kg et son volume 0,250 m3. Je vous invite à faire le calcul au brouillon et à revenir ici pour vérifier votre réponse. On corrige. J'écris la formule de la masse volumique. ρ est égal à m sur v. Là, je peux faire directement l'application numérique. Je vais écrire que la masse volumique ρ est égale à 2240 divisé par 0,250, ce qui nous donne à la calculatrice 8960 kg par mètre cube, puisque j'avais une masse en kilogrammes et un volume en mètre cube, et avec seulement 3 chiffres significatifs comme nous l'imposent les données, cela nous donne 8,96 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Deuxième outil permettant d'identifier un matériau, c'est la densité. La densité est assez proche de la masse volumique. Elle permet de comparer des solides et des liquides à l'eau. En effet, la densité, appelée D, est le rapport entre la masse volumique de l'espèce que l'on est en train d'étudier et l'eau. D égale ρ divisé par ρ de l'eau. À retenir pour calculer cette densité, je vous donne la valeur de la masse volumique de l'eau dans différentes unités. En effet, pour calculer une densité, il est capital que les deux masses volumiques que l'on divise soient dans la même unité. Vu la formule, on constate également que la densité de l'eau est égale à 1. Ainsi, pour comparer les densités des matériaux, et en particulier des mélanges de liquides non miscibles, on les comparera au chiffre 1. Si la densité est plus faible que 1, et s'il s'agit d'un liquide non miscible, cela signifie que ce liquide surnagera au-dessus de l'eau. Et si elle est plus grande que 1, cela signifie que la phase est en dessous de la phase aqueuse. Je vous illustre ceci avec un exemple. Au milieu, de l'eau colorée, avec une densité de 1. En dessous, du liquide vaisselle, donc dont la densité est plus grande que 1. Au-dessus, donc avec une densité plus petite que 1, de l'huile. Troisième méthode physique pour identifier des espèces chimiques, la solubilité. Avant de la définir, il va nous falloir rappeler des termes de chimie autour des solutions.
Justement, qu'est-ce qu'une solution en chimie? Eh bien, c'est d'abord un solvant. C'est une espèce chimique dans laquelle on peut dissoudre d'autres espèces chimiques. C'est le constituant majoritaire et au lycée, c'est quasi systématiquement de l'eau. Dans ce solvant, on va donc dissoudre le soluté, qui peut être solide ou liquide. On peut ainsi créer toutes sortes de solutions, de la solution de chlorure de fer à la solution de chlorure de sodium, aussi appelée eau salée. Nous pouvons maintenant définir la solubilité. C'est la masse maximale en grammes de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Elle s'exprime donc logiquement en grammes par litre. Cette grandeur dépend de la température. Cela signifie qu'on ne peut pas dissoudre indéfiniment un soluté dans un solvant. Par exemple, à 20 degrés Celsius, on peut dissoudre environ 360 g de sel dans 1 litre d'eau, ou 2000 g de sucre par litre d'eau. Et ces valeurs augmenteront si l'on chauffe les mélanges. Dernière méthode physique permettant d'identifier une espèce chimique, c'est la mesure de ses températures de changement d'état. Et oui, ces températures sont des valeurs caractéristiques de l'espèce chimique. Par exemple, il n'y a qu'une seule espèce qui fond à 0 degrés Celsius et se vaporise à 100 degrés Celsius, c'est l'eau, et rien d'autre. Il faut cependant savoir que ces valeurs que je viens de vous donner ne concernent que l'eau pure. En effet, un changement d'état d'un corps pur se fait à température constante, pour une pression donnée. Je vous explique avec ce schéma. La courbe numéro 1 représente l'évolution de la température d'une eau salée depuis moins 8 degrés jusqu'à plus 10 degrés. Donc on voit s'effectuer le passage de solide à liquide. Ce passage se voit ici, sur ce ralentissement de l'évolution de la température. Avant, c'était solide, après, c'était liquide, et entre les deux, la température monte progressivement. Ce n'est pas le cas de l'eau pure. On voit nettement le passage de solide à liquide, marqué par ce palier où la température n'évolue pas. Le changement d'état d'une espèce chimique pure se fait à température constante. À noter que pour mesurer la température de fusion d'une espèce chimique solide, on dispose en laboratoire de bancs aux fleurs. C'est un banc, donc une surface horizontale sur laquelle on va répandre l'espèce chimique et qui va chauffer graduellement sur sa longueur. Une échelle sur le côté permet de connaître ce gradient de température. Il suffit alors de repérer l'endroit où le solide devient liquide. Et d'aller lire sur le côté, sur l'échelle, la température de fusion du solide. Pour mesurer la température d'ébullition d'un liquide, c'est bien plus simple, il suffit d'un thermomètre. Dernière partie de ce chapitre sur les corps purs et les mélanges, la chromatographie sur couche mince, aussi appelée CCM. C'est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange, mais aussi d'identifier les constituants de ce mélange, à condition de posséder des espèces chimiques de référence. Cette technique est basée sur les différences d'affinité des espèces chimiques avec 2 phases, une phase dite fixe et une phase mobile qui est appelée l'éluant. Étudions cette technique au travers d'un exemple. On dispose d'un mélange à analyser, un colorant alimentaire de couleur verte. On cherche à savoir si ce colorant vert a été fabriqué en mélangeant un colorant bleu appelé E131 et un colorant jaune appelé E102, ou bien si ce colorant vert est un corps pur. Pour cela, sur la phase fixe, qui est un papier spécial pour les CCM, on trace un trait, la ligne de dépôt, sur laquelle on dépose une goutte du colorant vert que l'on veut analyser et une goutte de chacun des 2 autres colorants qui sont les références. L'éluant, la phase mobile, est versé au fond du bécher de façon à ce que, lorsque l'on va mettre le papier dans le bécher, l'éluant ne touche pas directement les colorants. Une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à baisser le papier pour qu'il rentre intégralement dans le bécher. On observe alors que l'éluant va imprégner le fond du papier et qu'il va, par capillarité, remonter le long du papier. Ce faisant, on constate qu'il entraîne avec lui les colorants. On voit également qu'il ne les entraîne pas tous à la même vitesse. Tous ces colorants n'ont pas la même affinité avec l'éluant.
On arrête la CCM quand l'éluan est remonté quasiment jusqu'en haut et on sort la chromatographie pour analyse. On constate ici que la goutte de colorant vert s'est séparée en deux. Conclusion, le colorant vert est un mélange constitué de deux éléments. Ensuite, on voit que la tache bleue issue du colorant vert est montée à la même hauteur que la tache bleue de référence. Ces deux espèces chimiques sont donc identiques. Même raisonnement pour les taches jaunes. Elles sont montées à la même hauteur. La deuxième conclusion à tirer est donc bien que le colorant vert est un mélange de E131 et de E102, du jaune et du bleu. Tout ceci est résumé dans cette partie du cours. Vous y trouverez le principe de la CCM avec un autre exemple qui permet de conclure que le produit A est un mélange. En effet, après élution, je vois que l'espèce chimique déposée sur le point A s'est séparée en deux taches. Et je conclus également que l'un des constituants du mélange est le produit B. En effet, une des taches du produit A est montée jusqu'à la même hauteur que notre référence B. Notez une des caractéristiques des CCM qu'on peut vous demander de calculer, le rapport frontal. C'est la division de petit h, la hauteur jusqu'à laquelle est montée la tache, divisé par grand H, la hauteur jusqu'à laquelle est monté l'éluan. Les deux mesures se font à la règle directement sur le papier de la chromatographie.